Pour faire suite à la leçon 8, on va aborder la leçon 9 qui traite de la correction de pH. Donc, corriger le pH, quels sont les produits qu'on utilise et comment on les utilise quand on veut ajuster le pH d'un sol. Donc, je reviens sur les notions de base. On a dit que le pH était important parce qu'il détermine la disponibilité des éléments nutritifs du sol. Donc, si on veut que nos éléments soient bien disponibles, il faut avoir un bon pH. Dans plusieurs cas, je dirais presque dans la majorité des cas, ça se pourrait très bien que sans correction, le pH soit déjà dans la zone confortable qui est de 6,3 à 6,7. Mais si on est un petit peu moins chanceux, c'est possible que le pH soit en bas de 6,3 ou au-dessus de 6,7 quand on parle d'un sol minéral. Les différents produits qu'on peut utiliser pour corriger le pH, c'est à la page 29 de votre cahier, de notes de cours. Donc, produits pour utiliser le pH, on dit plusieurs produits peuvent être utilisés pour corriger le pH. À l'extérieur, généralement, on va prendre des produits solides, en granules ou en poudre, mais des produits qu'on va pouvoir épandre à la volée. C'est beaucoup plus simple quand on est sur le terrain et qu'on a une grande plate-bande d'utiliser un produit qui est solide et qu'on va mettre à la volée plutôt qu'un produit qu'on doit mélanger dans de l'eau puis appliquer avec un arrosoir ou un autre appareil. Donc, dehors, on aime beaucoup les produits solides, faciles à épandre à la volée. Quand on est dans les serres, c'est autre chose. On ne peut pas épandre des produits à la volée dans une serre parce qu'évidemment, les plantes sont dans des pots. Et si vous mettez la tête au-dessus de la table et vous regardez, généralement, le feuillage va couvrir le dessus du pot. Donc, si quelqu'un décidait, par exemple, de mettre de la chaux dans une serre et se mettait à épandre le produit à la volée, il y en aurait probablement un peu partout, sauf dans les pots. Donc, dans les serres, on va préférer les produits qui sont solubles ou même déjà liquides. Donc, on va les mélanger à l'eau. Et de toute façon, dans les serres, pour les plantes en pot, on arrose régulièrement. Dans certains cas, c'est quasiment une fois par jour. Donc, chaque fois qu'on va arroser, on a une occasion d'ajouter des produits qui sont solubles ou liquides pour corriger le pH au besoin. Donc, je répète, à l'extérieur, des produits solides pour épandre à la volée. Dans les serres, produits liquides ou solubles qu'on va mélanger à l'eau pour les appliquer directement dans le pot lors de l'arrosage. Les produits qu'on va utiliser à l'extérieur, en pleine terre, si le sol est trop acide, on va travailler généralement avec la chaux ou la cendre de bois. Je vais donner quelques détails sur ces produits-là un peu plus tard. Pour les sols alcalins, on a quand même beaucoup de choix de produits. Le soufre, le sulfate de fer, le sulfate d'aluminium, la tourbe de sphène et les engrais acidifiants. Donc, tous ces produits-là vont nous permettre d'acidifier le sol dans le but de rendre les éléments nutritifs plus disponibles. Dans les serres, comme je disais tantôt, c'est d'autres produits qu'on va utiliser. On ne peut pas vraiment utiliser la chaux dans les serres, mais on peut faire ce qu'on appelle un lait de chaux. Faire du lait de chaux, c'est relativement simple. Il n'y a pas de recette précise. Dans le fond, c'est une grosse chaudière qu'on remplit d'eau et on met une coupe de pelletée de chaux qu'on brasse. On laisse la chaux sédimenter dans le fond et ce qu'on a sur le dessus, c'est ce qu'on appelle du lait de chaux. C'est un liquide transparent, mais dans lequel il y a des ions de calcium qui flottent et c'est un produit évidemment qui est très alcalin. Du lait de chaux, ça peut avoir un pH facilement au-dessus de 10. Et si on veut utiliser le lait de chaux, c'est relativement simple. On prend un arrosoir qu'on remplit sans toucher le fond évidemment et on peut arroser nos plantes avec ça. En passant, une fois qu'on a épuisé le liquide du dessus, on peut remettre de l'eau, rebrasser encore, utiliser la même chaux et l'utiliser une deuxième fois pour refaire un deuxième ou un troisième lait de chaux. Mais à la longue, évidemment, le produit va perdre de son efficacité. Et l'inconvénient du lait de chaux, c'est qu'à la fin, on est pris avec une espèce de boue blanche dont on doit se débarrasser. Donc, dans les serres, lait de chaux. Et si on veut y aller de façon encore plus simple, on peut travailler avec un engrais chimique, un engrais de synthèse qui s'appelle le nitrate de calcium. C'est un engrais azoté, on va le voir un petit peu plus tard. Et l'avantage du nitrate de calcium, c'est qu'on dilue le produit dans l'eau, on applique et il n'y a aucun résidu. Donc, je répète, dans les serres, on a deux choix. Si on est en biologique, on va y aller plus avec le lait de chaux. Et si on est en conventionnel, le nitrate de calcium est très pratique parce qu'il n'y a pas de résidu à se débarrasser à la fin. Toujours dans les serres, si on a un problème plutôt d'alcalinité, donc un pH trop haut, on peut prendre du sulfate de fer, ça se dissout dans l'eau, donc idéalement dans l'eau chaude. Donc on peut diluer le sulfate de fer dans l'eau chaude et l'appliquer aux plantes. On peut travailler aussi avec des engrais acidifiants et on peut aussi utiliser ce qu'on appelle des acides liquides. Des acides liquides, c'est des produits évidemment très concentrés et très forts, comme l'acide phosphorique ou l'acide nitrique par exemple, qu'on va mélanger dans de l'eau. Donc, on met tout simplement quelques gouttes d'acide dans un contenant d'eau et on va arroser nos plantes avec ça pour corriger le pH
de nos substrats. Donc, je répète, dans les serres et à l'extérieur, ce n'est pas nécessairement les mêmes produits qu'on va utiliser. C'est expliqué ça dans le cahier à la page 29. Autre point, à la page 30, on détaille un petit peu plus ce qu'est la chaux. Je vais revenir tantôt dans le cahier de la CEMEC, mais des types de chaux, il y en a plusieurs. Le premier type de chaux, c'est ce qu'on appelle la pierre à chaux. C'est quoi exactement que de la pierre à chaux? C'est tout simplement de la roche qui a été broyée et qui contient une grande quantité de calcium. C'est évidemment une roche qui est très alcaline. Il existe 3 types de pierre à chaux. C'est ce qu'on appelle la chaux calcique, très riche en calcium, la chaux magnésienne, qui contient une certaine quantité de magnésium, et la chaux dolomitique, qui, elle, est une chaux qui est encore plus riche en magnésium que la magnésienne. Donc, chaux calcique, chaux magnésienne et chaux dolomitique, c'est tous les 3 de la pierre à chaux. C'est des produits qui ont un niveau d'efficacité à peu près semblable. La chaux magnésienne et la chaux dolomitique sont un petit peu plus efficaces, mais de façon générale, c'est des produits qui ont une efficacité semblable pour corriger le pH du sol. En agriculture, on utilise beaucoup la chaux calcique. C'est souvent vendu en gros volume. Alors qu'en horticulture, quand on l'achète en sac, ce qu'on trouve le plus souvent dans les jardineries, c'est de la chaux dolomitique. Mais n'importe lequel de ces 3 types de chaux-là fonctionne très bien pour corriger le pH du sol. Il se vend aussi, généralement dans les coops agricoles, de la chaux vive et de la chaux hydratée. De la chaux vive, c'est quoi? C'est de la chaux, la pierre à chaux qui a été cuite. La chaux vive, c'est très fort, c'est caustique et on n'utilise pas ça en horticulture. Donc, vous risquez d'en trouver dans une coop agricole parce qu'on utilise ça souvent dans les étables pour désinfecter ou dans les toilettes sèches. Mais la chaux vive, on n'utilise pas ça en horticulture parce que ça risque de brûler les plantes. Donc, chaux vive, on oublie ça. Et de la chaux hydratée, c'est un petit peu comme la chaux vive, mais un peu moins forte. Et ce n'est pas trop recommandé non plus d'utiliser ça à l'extérieur, à moins qu'on travaille sur un sol nu sur lequel il n'y a pas de plantes et qu'on ne prévoit pas planter tout de suite, qu'on veut donner 2 semaines de délai, par exemple. On pourrait utiliser de la chaux hydratée, la laisser agir et ensuite planter. Mais de façon générale, le plus simple, c'est de travailler avec la pierre à chaux, calcique, magnésienne ou dolomitique. À la page 31, on parle des autres amendements correcteurs de pH. Donc, la cendre de bois, c'est aussi efficace, c'est même plus efficace que la chaux. Donc, on doit en mettre beaucoup moins. Et l'avantage de la cendre de bois, c'est que c'est très rapide. Donc, ça fait une correction de pH qui est presque instantanée. Vous appliquez la cendre de bois sur votre sol, vous l'incorporez en profondeur, vous arrosez et déjà le lendemain, vous allez voir un changement de pH relativement important. Donc, c'est un produit qui est réactif, qui est rapide, qui est efficace. Par contre, la cendre de bois a quand même quelques inconvénients, dure moins longtemps que la chaux et surtout, la cendre de bois peut contenir des sels et aussi peut-être des métaux lourds ou des produits qui peuvent s'accumuler dans le sol. Donc, de mettre un petit peu de cendre de bois à l'occasion, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais quelqu'un qui aurait un sol très acide et qui applique des grandes quantités de cendre de bois à tous les ans pourrait finir par déséquilibrer son sol et créer, comme je le disais tantôt, de la salinité dans son sol. L'autre avantage de la cendre de bois, j'ai oublié de le dire, contient aussi des minéraux importants pour les plantes, du calcium, du phosphore et du potassium. Donc, c'est quand même un apport d'éléments nutritifs qui est intéressant. Donc, la cendre de bois, je répète, il y a des avantages et des inconvénients. Le lait de chaux, j'en ai déjà parlé. Le nitrate de calcium aussi. Donc, c'est des produits, lait de chaux et nitrate de calcium qu'on utilise surtout dans les serres. Enfin, dans le bas de la page 31, on parle du gypse. Le gypse est un amendement qui n'a pas d'effet sur le pH. Alors, pourquoi est-ce qu'on utiliserait du gypse? Bien, un peu comme la chaux, le gypse contient beaucoup de calcium, va aider à former des agrégats, va aider à ouvrir le sol. Et le gypse est particulièrement intéressant dans les sols argileux, compactés, parce qu'il va aider à ouvrir l'argile, à la rendre moins collante. Donc, on a déjà parlé qu'on peut ajouter du sable grossier dans un sol argileux, mais ça serait préférable d'ajouter du gypse et de la matière organique d'abord, de mélanger ça dans notre sol pour ouvrir et décoller l'argile. Et ensuite, on pourrait toujours ajouter du sable grossier pour avoir un effet de drainage supplémentaire. Donc, gypse, particulièrement intéressant pour les sols argileux, pour les décompacter, un peu comme la chaux. Et l'autre avantage du gypse, pas d'effet sur le pH. Et enfin, troisième avantage, si vous avez un excès de salinité dans votre sol, par exemple, à cause de sel de déglaçage utilisé pour l'hiver sur les routes,
bien, le gypse va aider à lessiver le sodium du sol et à diminuer la salinité de votre sol. Donc, si vous travaillez pour une municipalité, par exemple, il y a des endroits où le sel s'est accumulé dans les plates-bandes, on a tout simplement à épandre du gypse en bonne quantité, 10 à 20 kg par 100 mètres carrés. On brasse ça avec le sol et on arrose généreusement pour que le gypse aide à lessiver les sels qui se sont accumulés. Donc, le gypse est quand même un produit intéressant pour certains sols, et je répète, particulièrement pour des sols argileux ou très salés. Enfin, à la page 32, on vous parle des produits pour corriger des sols qui sont trop alcalins. Le soufre, le sulfate de fer et le sulfate d'aluminium, c'est des produits relativement faciles à trouver en jardinerie. Sinon, si vous ne les trouvez pas en jardinerie, souvent en petit volume, on peut trouver ça dans les coops agricoles. Donc, c'est des produits qu'on va utiliser pour corriger le pH d'un sol trop alcalin. Le soufre a comme avantage de durer un petit peu plus longtemps, c'est un petit peu plus lent à agir, mais dure un peu plus longtemps. Et il est moins cher. Il faut en mettre des moins grandes quantités pour corriger le pH, donc ça revient un petit peu moins cher. Le sulfate de fer est plus facile à trouver en gros volume, en sac de 50 livres ou 22 kg. Donc, le sulfate de fer est quand même un produit qui est intéressant pour corriger le pH. Il est un petit peu plus rapide que le soufre. Et plus facile, comme je disais tantôt, à trouver en gros volume. Le sulfate d'aluminium, beaucoup vendu pour faire bleuir les conifères. Par contre, je le suggère beaucoup moins parce que l'aluminium est un élément toxique dans le sol. Surtout, ne pas utiliser de sulfate d'aluminium dans un potager ou dans une plate-bande s'il y a des légumes qui poussent pas loin parce que l'aluminium est un produit qui peut être toxique pour nous et qui risque de s'accumuler dans le sol. Donc, sulfate d'aluminium, moins recommandé, selon moi. Enfin, on peut travailler avec la tourbe de sphène. On a déjà dit que la tourbe de sphène est un amendement organique qui va ajouter de la matière organique au sol, mais la tourbe de sphène va aussi faire baisser le pH du sol. Si on met des petites quantités de tourbe de sphène, soit 1, 2 ou 3 cm, le pH va baisser très peu, c'est-à-dire de 0,1 à 0,4 en moyenne. Donc, si vous avez un sol qui est très alcalin, vous n'y arriverez pas en mettant 2-3 cm de tourbe de sphène. Par contre, si vous plantez, je l'ai déjà dit, des rhododendrons, des azalées ou des bleuets, bien là, on peut faire une fosse de plantation avec moitié tourbe de sphène et moitié terre existante. Et là, on va avoir un effet de correction de pH assez important. Donc, si on peut mettre des grosses quantités de tourbe de sphène, oui, c'est un produit qui va faire baisser le pH. Enfin, dernière option, pour des gens qui ont déjà planté leurs bleuets, leurs azalées ou leurs plantes acides et qui n'ont pas corrigé le pH et qui ne veulent pas rebrasser des amendements pour ne pas maganer les racines, on peut utiliser ce qu'on appelle des engrais acidifiants. Donc, des engrais pour rhododendrons, des engrais pour bleuets, etc. Ça existe, ça se trouve en jardinerie. Donc, c'est des engrais qu'on va appliquer selon la dose recommandée. Et en plus d'apporter des éléments nutritifs, l'engrais acidifiant va aider à faire baisser le pH. Donc, on fait d'une pierre deux coups. Très utile en passant pour les haies de cèdre. Les gens qui ont planté des haies de cèdre mais qui n'ont pas pensé à corriger le pH peuvent appliquer un engrais acidifiant pendant quelques années et peut-être même pendant plusieurs années si le sol est plutôt argileux pour maintenir le pH un petit peu plus bas afin que les cèdres poussent mieux. Alors, c'est pas mal ça pour les produits correcteurs de pH. Maintenant, dans la dernière vidéo, on a parlé des produits correcteurs de pH. On détaille un petit peu plus ces produits-là dans le guide CEMEC. Donc, je vous invite à prendre votre guide CEMEC à la page 67. On fait la distinction entre les trois types de chaux dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. La chaux calcique, qu'on appelle aussi la chaux agricole, la chaux magnésienne et la chaux dolomitique. On vous parle aussi un petit peu de la chaux vive et de la chaux hydratée, deux types de chaux que je vous recommande de ne pas utiliser. On parle aussi à la page 68 de la cendre de bois. Je vous ai parlé de la cendre de bois dans la vidéo précédente, donc on explique un petit peu les mêmes choses que je vous ai dit tantôt, que c'est un produit qui est réactif, qui est assez rapide, qui contient des minéraux, mais qui a quand même des inconvénients d'apporter de la salinité et possiblement des éléments en excès. Et les autres produits, le soufre et les autres acidifiants, ce qu'on dit, c'est que le soufre va plutôt acidifier les sols, contrairement à la chaux. On vous parle aussi du gypse, j'en ai parlé, ça améliore la structure du sol, ça permet d'éliminer les sels et ça permet d'ouvrir l'argile pour avoir un meilleur drainage, une meilleure aération. C'est principalement ça qu'on avait vu pour les produits correcteurs de pH.